Bonjour, je me nomme Chantal Maillé-Crittenden. Je suis orthophoniste et professeure agrégée à l'École d'orthophonie à l'Université Laurentienne. J'ai pensé créer cette capsule vidéo parce que je reçois souvent des questions très semblables en ce qui concerne notre droit comme orthophoniste de poser des diagnostics, notre champ d'exercice et la place de l'orthophoniste dans des conseils scolaires de langue française. Alors, j'ai préparé quelques diaporamas. Je me suis informée auprès de différents professionnels, incluant des enseignants, des directeurs d'école, le ministère de l'Éducation, l'Ordre des orthophonistes et des audiologistes de l'Ontario, et ainsi de suite. J'espère que vous allez trouver ceci informatif et que ça vous aidera à répondre à certaines de vos questions. Donc, sans plus tarder, commençons la présentation. Si à la fin de cette présentation, vous avez des questions, je vais vous fournir mon courriel. N'hésitez pas à m'envoyer des questions. Donc, comme mentionné, cette capsule vidéo porte sur le trouble développemental du langage et le champ d'exercice des orthophonistes. À la fin de cette vidéo, vous serez en mesure d'expliquer c'est quoi un trouble développemental du langage, comprendre comment l'orthophoniste repère les enfants qui ont un trouble développemental du langage, comprendre le rôle de l'orthophoniste et son champ d'exercice au Canada, et comprendre le rôle de l'orthophoniste au sein d'un conseil scolaire. Alors, en Ontario français, c'est certain qu'on est une minorité. Alors, environ 30% des gens de la population en Ontario sont francophones. Alors, lorsqu'on parle du trouble développemental du langage, ça peut être un peu embêtant puisqu'il n'y a pas beaucoup d'outils à notre disposition comme orthophonistes, des outils normalisés, des outils standardisés qui nous permettent de bien identifier les élèves qui ont potentiellement un trouble développemental du langage, où je vais souvent utiliser l'acronyme TDL. Alors, c'est important de vraiment bien s'entendre sur comment on peut diagnostiquer le TDL et puis comment est-ce que ce diagnostic-là ou cette identification-là peut être utile à l'élève pour son parcours scolaire. Donc, c'est quoi le TDL? En anglais, c'est le Developmental Language Disorder, DLD. Alors, on dit que le TDL est lorsqu'il y a des difficultés qui persistent avec la compréhension, l'expression ou l'usage du langage qui ne peuvent être expliquées par une autre cause apparente telle qu'une perte d'audition, un retard mental, un trouble émotionnel ou un autre syndrome. Mais le TDL peut être présent chez les enfants qui ont un TDAH, par exemple, un trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Le TDL peut aussi être présent chez les élèves qui ont également un trouble d'apprentissage spécifique. Alors, ce n'est pas parce qu'il y a un TDAH ou un trouble d'apprentissage que l'enfant n'a peut-être pas aussi un TDL. Cependant, des syndromes biomédicaux comme le syndrome de Down, la paralysie cérébrale, une déficience intellectuelle, le TSA seraient des troubles qui pourraient potentiellement causer un trouble du langage. Donc ici, on ne parle pas du TDL en tant que tel, mais je vais expliquer davantage sous peu. J'ai créé une autre capsule vidéo il y a un petit bout de temps qui explique un peu plus c'est quoi le TDL puis comment ça se manifeste chez un enfant. Donc, vous pouvez l'accéder sur YouTube ou vous pouvez retrouver sur mon site web bot-boot.com. Le TDL, en gros, se manifeste par une structure du langage, que ce soit la grammaire, la morphologie, la phonologie, appauvrie. C'est un vocabulaire inférieur souvent aux enfants développement typique, mais pas toujours. On peut y retrouver une déficience du discours, donc utiliser le vocabulaire et associer des phrases pour exprimer une idée. C'est un usage du langage, soit l'aspect social du langage, qui est hors norme. Donc, souvent, ces enfants-là ont de la difficulté en situation sociale. Et c'est certain que ces enfants-là vont souvent avoir des difficultés en lecture et en écriture. D'ailleurs, on sait qu'environ 50% des enfants qui ont la dyslexie ont également un TDL et l'inverse est vrai aussi. Ceux qui ont un TDL sont 50% plus à risque d'avoir également la dyslexie. La prévalence du TDL est de 7% des enfants d'âge scolaire. Ceci peut être environ 2 enfants par salle de classe. On dit que c'est à peu près 2,5 millions d'habitants au Canada, près de 1 million d'habitants en Ontario, 93 000 au Manitoba,
au Yukon, à l'île du Prince-Édouard, Saskatchewan, Nouveau-Brunswick, je continue. Environ 1,5 million d'enfants d'âge scolaire ont le TSA, le trouble du spectre autistique, au Canada, comparé à 2,5 millions d'habitants qui auraient un TDL. Mais ce trouble n'est pas très bien connu. Une de mes collègues, Dorothy Bishop, est chercheure renommée dans le domaine et elle va souvent utiliser l'analogie de Cendrillon. Donc, c'est un trouble qui n'est pas vu par tout le monde et qui peut passer inaperçu. C'est un trouble très commun, mais peu connu. Alors, comment poser le diagnostic du TDL? Il y a une conférence sur ce thème par, justement, Dr. Dorothy Bishop, qui peut être retrouvée sur YouTube à l'adresse qui est affichée sur l'écran. Christelle Meyer, une orthophoniste en Belgique, a repris les informations fournies par Dr. Dorothy Bishop, puis elle les a traduites vers le français. Alors, c'est ce que je vais utiliser pour les prochaines diapos. Cet organigramme montre comment un orthophoniste peut venir à poser le diagnostic ou à repérer les enfants qui ont un TDL. Alors, en haut, on voit un enfant qui, évidemment, a de la difficulté à produire ou à comprendre le langage, ce qui affecte sa vie de tous les jours, donc ça persiste. La première question qu'on veut se poser, c'est est-ce que cet enfant est bilingue? Est-ce qu'il a une autre langue dans son répertoire? Est-ce qu'il parle une autre langue à la maison? S'il est compétent dans l'autre langue, donc ça c'est ici, ça s'arrête là. On n'a pas besoin de poursuivre. Il n'y a pas de TDL en tant que tel. Il est possible que cet enfant ne soit pas suffisamment exposé à la langue en question et qu'il est en voie d'apprentissage de cette langue. S'il n'est pas familier avec sa propre langue, s'il a des difficultés dans sa langue maternelle, donc là, on poursuit et on veut savoir est-ce qu'il y a des indicateurs d'un faible prognostic. Ici, comme indicateur, on a est-ce qu'il y a des antécédents familiaux? Est-ce qu'il y avait des inquiétudes? Est-ce que l'enfant a déjà été suivi en orthophonie? Est-ce qu'il y a des troubles concomitants comme le TDAH, un trouble d'apprentissage, etc.? Est-ce qu'il y a également un pauvre rendement scolaire? Donc, ce sont tous des indicateurs d'un pauvre prognostic. Si oui, incluant ici, je devrais ajouter des scores à des tests normalisés et standardisés le cas échéant. Donc, si l'élève a plusieurs scores sous la norme, c'est une autre raison de croire qu'il y a probablement un trouble du langage. Remarquez ici que j'utilise le terme « trouble du langage ». Il faut faire la distinction entre un trouble du langage et un trouble développemental du langage. Est-ce que le trouble du langage est associé à une condition biomédicale, comme je viens de mentionner, la paralysie cérébrale, syndrome de Down, déficience intellectuelle ou un autre syndrome quelconque? Si oui, on appelle ça un trouble du langage associé avec, et là on nomme le diagnostic qui a possiblement causé le trouble ou le diagnostic associé au trouble du langage. S'il n'y a pas de condition biomédicale, là, on peut poser le diagnostic du TDL, le trouble développemental du langage. Mais comme j'ai mentionné, il peut y avoir des troubles concomitants. Cette prochaine figure illustre un peu tous les domaines qui intéressent les orthophonistes, si on veut bien. Alors, le grand cercle, c'est vraiment les besoins en termes de parole, langage et communication. Donc, c'est tout. Les troubles de la voix, les troubles de la parole, les troubles de la fluidité, du langage écrit, la conscience phonologique, etc. Lorsqu'on parle des troubles des sons de la parole, donc les sons que l'enfant produit, c'est ce cercle ici. Donc ici, les termes utilisés par les orthophonistes sont la dysarthrie, la dyspraxie verbale, troubles articulatoires, troubles des sons de la parole, troubles phonologiques. Le trouble développemental du langage se retrouve ici en gris. Donc, c'est des troubles qui touchent à la syntaxe, morphologie, sémantique, le manque du mot, la pragmatique, donc l'usage social, le discours, l'apprentissage en général, tout ce qui est apprentissage verbal et mémoire, la phonologie aussi. Donc, on voit ce chevauchement-là. Le trouble du langage,
inclut tout cela, mais est associé avec une condition biomédicale. Donc, ici, on voit vraiment là, tous les domaines langagiers qui sont touchés par le TDL. Et ce que je n'ai pas mentionné ici, c'est les troubles de la voix, du bégaiement, de la fluidité, ou un enfant qui est bilingue, qui n'est pas suffisamment familiarisé avec la langue ou pas suffisamment exposé à la langue. Alors, c'est vraiment l'expertise de l'orthophoniste d'aller évaluer toutes ces sphères-là afin de bien identifier l'enfant qui a des besoins en termes de parole, de langage et de communication. On va nommer difficultés langagières les difficultés qu'on remarque chez les enfants qui sont plus jeunes. Alors, souvenez-vous que le TDL est lorsque les difficultés persistent dans le temps. Alors, en bas de 5 ans, donc ça peut être les élèves qui sont en maternelle, on va les appeler des difficultés langagières parce que souvent, on n'est pas prêt à poser le diagnostic. Souvent, c'est des enfants qui vont avoir été des locuteurs tardifs, où on entend plutôt le terme « late talker ». Ça peut être des enfants qui ont de la difficulté à comprendre des directives simples. À l'âge de 4-5 ans, parfois, les étrangers ne comprennent pas l'enfant. Les membres de la famille vont le comprendre environ 50% du temps et ces énoncés peuvent être courts, de 3 à 4 mots seulement. Après 5 ans, c'est là où on peut vraiment poser le diagnostic du TDL si les difficultés ont persisté. Souvent, c'est des enfants qui ont de la difficulté à raconter des histoires cohérentes, difficulté à comprendre ce qui est lu ou entendu, difficulté à suivre ou à comprendre des consignes, difficulté avec les tours de parole, vont faire des interprétations littérales de ce que l'on dit. Et évidemment, difficulté à lire et à écrire. Et parfois, lorsque l'enfant est un peu plus vieux, 2e année, 3e année, le langage oral est dans la norme, mais c'est le langage écrit qui ne l'est pas. Donc, il faut vraiment surveiller le langage écrit. On va aussi faire la distinction entre une différence. Donc, on appelle différence ici à la gauche un enfant bilingue à développement typique qui apprend difficilement la langue française dans notre contexte en raison d'un manque d'exposition, versus une difficulté langagière. Donc ici, c'est un enfant unilingue ou bilingue, moins de 5 ans, qui ne rencontre pas les jalons développementaux du langage. Cependant, c'est difficile de les identifier avec un TDL à ce bas âge. Et finalement, à la droite, c'est le TDL, un enfant unilingue ou bilingue encore de plus de 5 ans, chez qui les difficultés langagières persistent et affectent le progrès scolaire et social au quotidien. Donc, encore une fois, c'est vraiment l'orthophoniste qui a la formation nécessaire pour pouvoir faire la distinction entre une différence, une difficulté, un TDL et un TL, un trouble du langage qui est associé à une condition biomédicale. C'est certain qu'il y a un chevauchement entre les profils langagiers d'enfants bilingues à développement typique et ceux d'enfants monolingues ou bilingues ayant un TDL. Alors souvent, un enfant à développement typique bilingue va ressembler à un enfant qui a un TDL. Si on regarde à ce tableau qui compare les deux, un enfant bilingue qui a un TDL va avoir souvent des difficultés avec la structure de phrase dans ces deux langues, que ce soit le français, que ce soit l'anglais. Il va avoir un vocabulaire restreint dans les deux langues. Il va avoir une déficience du discours dans les deux langues. Il va souvent avoir un usage du langage hors norme, donc cet aspect social-là, dans les deux langues. Difficultés en lecture et écriture dans les deux langues, puis il y a souvent, mais pas toujours, des antécédents familiaux. L'enfant bilingue à développement typique va avoir de la difficulté avec la structure de phrase dans sa langue seconde seulement. Il va avoir un vocabulaire restreint, par contre, dans les deux langues. Donc, si on compare le vocabulaire de l'enfant bilingue au vocabulaire d'enfant monolingue, on va souvent voir une petite différence, mais c'est normal. Si on combine tout le vocabulaire de l'enfant bilingue, souvent, c'est même plus élevé qu'un vocabulaire monolingue. Donc, on ne s'inquiète pas trop de cette lacune ici au niveau du vocabulaire dans chacune des deux langues. C'est le total qui est important. Souvent, il va avoir une déficience du discours, mais dans sa langue seconde seulement. L'usage du langage n'est pas problématique. Il n'y a
pas nécessairement des difficultés en lecture et en écriture. Donc, on parle ici d'enfants en développement typique. Les antécédents familiaux, bien, il est possible. Il est possible qu'un enfant en développement typique ait un membre de sa famille qui avait un trouble d'apprentissage ou la dyslexie. Mais ce n'est pas obligatoirement là, qu'un enfant qui a des antécédents familiaux va lui aussi avoir un trouble. Donc, quel professionnel peut poser le diagnostic du TDL au sein des écoles des conseils scolaires en Ontario? Donc, je suis allée faire une petite recherche sur le règlement de l'Ontario 181-98 pour l'identification et le placement des élèves en difficulté pour voir si c'était un règlement du ministère, ou pour aller voir le règlement du ministère plutôt. Alors ici, si on regarde la partie 4, article 15, j'ai surligné certains points importants. Donc, 15.2. Sous réserve de la loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé, le comité obtient également un examen médical de l'élève pratiqué par un médecin qualifié et en tient compte s'il établit que cet examen est nécessaire. Donc, ce n'est pas nécessaire pour identifier un élève d'avoir une évaluation par un médecin. L'article 15.3 répète un peu les mêmes choses, mais ici, c'est un examen psychologique. Alors, si le comité juge que c'est nécessaire, on peut demander à un psychologue d'évaluer l'élève en question. Selon l'article 15.6, le comité tient également compte des renseignements sur l'élève qui lui soumet le père ou la mère de l'élève. Alors, si un élève a été évalué auparavant par un orthophoniste, ce rapport d'évaluation-là peut être utilisé, tout dépendant bien sûr de la date de l'évaluation. Et le point 7, le comité tient compte de tout renseignement qui lui est soumis et qu'il estime pertinent. Donc, encore là, on pourrait inclure l'évaluation en langage oral et écrit qui a été effectuée par un orthophoniste membre en règle de l'Ordre des orthophonistes et des audiologistes de l'Ontario. Parlant de l'Ordre des audiologistes et des orthophonistes de l'Ontario, l'OAOO, c'est l'un des 26 ordres professionnels de la santé de la province de l'Ontario qui est établi par la loi de 1991. Donc, cette loi-là prévoit la création d'organismes appelés des ordres pour la réglementation des activités des professionnels de la santé en Ontario. Donc, chaque ordre est dirigé par un conseil qui est composé de membres de la profession, donc des orthophonistes et des audiologistes, de membres universitaires, donc des professeurs d'université de ces programmes-là, et aussi de membres du public. Ce conseil-là va établir les normes de soins dans l'intérêt du public. Donc, on s'assure que le membre respecte les normes d'admission à la profession, des normes de pratique, que le membre respecte le code déontologique, qui est un programme d'assurance de la qualité. Donc, l'ordre s'assure que chaque orthophoniste accomplit ses tâches avec une certaine qualité. Un programme de prévention des mauvais traitements d'ordre sexuel, règlement sur les fautes professionnelles et des mesures de maintien de la compétence. Donc, chaque orthophoniste doit avoir un certain nombre d'heures en perfectionnement professionnel chaque année. Selon les normes de pratique, les membres de l'ordre peuvent utiliser les termes qui décrivent des symptômes et des dysfonctionnements dans les limites de leur champ de pratique. Ils peuvent aussi utiliser des qualificatifs tels que léger, modéré, grave et profond. Un certain nombre de ces termes peuvent inclure le mot trouble. Les membres de l'ordre doivent s'assurer que le mot trouble est utilisé pour décrire des symptômes, par exemple, trouble de déglutition, trouble vestibulaire, trouble développemental du langage, mais n'identifie pas la cause des symptômes. Alors, comme orthophoniste, nous n'avons pas le droit d'identifier le TSA chez un élève, par exemple. Le TSA va souvent être diagnostiqué par un psychologue, par un médecin, par un pédiatre. Et ce n'est pas le rôle des orthophonistes de le faire. Puis, je crois que ce n'est pas le désir non plus de plusieurs orthophonistes de le faire. Donc, ici, c'est vraiment de poser des diagnostics qui décrivent des symptômes.
Les termes qui décrivent des symptômes sont troubles ou retard moteur de la parole, d'articulation et de parole, troubles ou retard du langage. Pour les audiologistes, on parle ici de perte auditive, liquide dans l'oreille, etc. Troubles de la communication cognitive, bégaiement, acouphènes, troubles du traitement auditif, dysphagie, troubles du spectre de neuropathie auditive, encore pour les audiologistes. Alors, selon l'énoncé concernant le champ d'exercice de l'orthophoniste au Canada, qui peut être retrouvé ici à ce lien, mais je vais vous montrer quelques sections. L'évaluation formelle et informelle de la communication et de la déglutition, ce qui peut comprendre l'évaluation, le diagnostic et le counseling, fait partie du champ d'exercice de l'orthophoniste. Alors, vous voyez ici que l'orthophoniste a le droit de poser des diagnostics. C'est dans la façon que ce diagnostic est communiqué qu'il faut faire attention. Comme j'ai mentionné, on ne peut pas communiquer un diagnostic s'il y a une cause qui est sous-entendue. J'aime donner l'exemple de l'aphasie. L'aphasie est un trouble de la communication qui survient suite à un accident vasculaire cérébral du cerveau. Je peux dire à mon client, à mon patient, qu'il a l'aphasie, mais je ne peux pas dire « tu as l'aphasie puisque tu as eu un accident vasculaire cérébral ». Ce n'est pas à moi de divulguer cette information-là. Je peux dire « tu as l'aphasie et je te conseille de consulter ton médecin de famille afin d'obtenir plus de renseignements sur la nature ou la cause de ton trouble. » Une mythe qui circule est que seuls les psychologues peuvent utiliser les termes retrouvés dans le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, le DSM-5, comme le terme « trouble du langage ». Alors, le terme « trouble du langage » se retrouve dans le DSM-5. Voici la réalité. J'ai fait un repérage ici d'informations qui proviennent directement du DSM-5. Et voici le DSM-5. Alors, bien que cette édition, puis ça c'est une citation directe du DSM-5, ait été conçue avant tout pour être un guide utile dans la pratique clinique, elle doit être applicable en tant que nomenclature officielle à une grande diversité de contextes. Le DSM est utilisé par des cliniciens et des chercheurs de différentes orientations, biologiques, psychodynamiques, cognitives, comportementalistes, interpersonnelles, familiales, systémiques, qui s'efforcent tous d'adopter un langage commun pour communiquer sur les caractéristiques essentielles des troubles mentaux présentés par leurs patients. Alors, c'est vraiment ça la raison d'être du DSM-5, c'est que ça nous donne une nomenclature des termes à utiliser à l'échelle de tous les soins qui sont offerts à la personne. Donc, on veut que tout le monde utilise les mêmes termes. L'information est utile à tous les professionnels associés aux divers aspects des soins dans la santé mentale, incluant les psychiatres, les médecins d'autres spécialités, les psychologues, les travailleurs sociaux, les infirmiers et infirmières, les spécialistes en médecine légale et juridique, les ergothérapeutes et thérapeutes en centre de réadaptation et d'autres professionnels de la santé, comme l'orthophoniste. Je vais vous laisser le soin de lire le reste. C'était pour montrer que le DSM-5, les termes qui sont utilisés ou les diagnostics qui se retrouvent dans le DSM-5 peuvent aussi être utilisés par d'autres professionnels de la santé. Alors ici, on se demande quel est le rôle de l'orthophoniste scolaire au sein du conseil scolaire. Bien, selon ce que je viens de vous présenter, l'orthophoniste est le professionnel qui a la formation et l'expertise pour évaluer et identifier les élèves qui ont un trouble du langage avec une condition biomédicale associée ou un trouble développemental du langage. Alors, c'est très important de solliciter les orthophonistes afin que ces dernières ou ces derniers puissent évaluer les enfants tant du point de vue du langage oral que du langage écrit. Comme je l'ai mentionné tantôt, il n'y a pas de recette magique pour l'identification des élèves qui ont un TDL. Il n'y a pas une liste d'outils qui doivent être utilisés, certains tests qu'on doit passer.
c'est vraiment le jugement clinique de l'orthophoniste qui va lui permettre de poser le diagnostic. Il faut avoir beaucoup d'informations sur l'historique de l'enfant, ses antécédents familiaux, sur son rendement scolaire et évidemment sur ses habiletés langagières, que ce soit la syntaxe, la morphologie, la sémantique, le manque du mot, la pragmatique, le discours, la phonologie, le langage écrit, le langage oral. Alors, il faut vraiment faire, disons, mettre notre chapeau là, d'investigateur afin de déterminer la cause ou la source du trouble. S'il y a une condition biomédicale, on ne peut pas parler de cette cause nécessairement comme orthophoniste. Si la cause est un manque d'exposition, donc ici manque de familiarité avec la langue, bien là, dans ce cas-là, ce n'est pas un trouble en tant que tel, c'est une différence, comme je l'ai mentionné. Pour cette prochaine partie, j'aimerais vous montrer le lien qui se rend directement à un énoncé de principe de l'Association canadienne. Alors ici, c'est vraiment le champ d'exercice de l'orthophonie. J'aimerais qu'on s'attarde surtout au rôle ici en termes de, bien ici, on a la prévention, la promotion et la défense des intérêts des personnes qui auraient potentiellement un trouble de la communication, la formation et la recherche, mais l'administration. Alors, on a un rôle administratif quand même assez important à jouer comme orthophoniste. Alors, on a comme rôle la gestion et la supervision d'employés, d'étudiants et d'aide en santé de la communication, l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation des programmes, des politiques, des lignes directrices et des normes. Donc, dans cet énoncé-là, on peut inclure des PEI, le comité d'identification, donc le CIPR. Alors, n'importe quel comité qui touche à l'élaboration et la mise en œuvre là, de programmes pour les élèves fait partie du champ d'exercice des orthophonistes. La gestion des cas et la coordination de la prestation des services. Donc, l'orthophoniste a la formation nécessaire et l'expertise et le droit, selon la loi et selon l'ordre, d'exercer ces fonctions-là. J'aimerais également attirer votre attention vers ce document du ministère de l'Éducation, donc Éducation de l'enfance en difficulté en Ontario, de la maternelle et du jardin d'enfants à la 12e année, guide de politique et de ressources 2017. Alors, lorsqu'on parle des catégories d'anomalies, les différentes catégories et définitions des anomalies, notamment de comportement. Donc, ça, c'est un domaine qui ne nous touche pas nécessairement en orthophonie. Et de communication. Donc, ici, évidemment, l'orthophonie sera impliquée, plus particulièrement troubles du langage et troubles de la parole. Alors ici, sous troubles du langage, on retrouve difficultés d'apprentissage caractérisées par une compréhension, une production déficiente de la communication verbale, écrite ou autre. Alors, je voulais souligner qu'on peut avoir un trouble du langage écrit qui peut s'expliquer par etc. Alors ici, chez les enfants qui ont un trouble développemental du langage, plusieurs d'entre eux vont également avoir un trouble du langage écrit. Comme j'ai mentionné tantôt, jusqu'à 50% des élèves vont avoir les deux. Alors, on peut tout à fait utiliser l'évaluation de l'orthophoniste en langage écrit pour identifier un élève qui aurait un trouble du langage de nature écrite. Alors, j'espère que vous allez être capable de maintenant expliquer c'est quoi un trouble développemental du langage, même si c'est tout simplement vos propres mots. Parce que, comme j'ai mentionné, c'est un trouble très commun, mais peu connu. Donc, il y a encore plusieurs personnes qui ne sont pas très familiers avec ce trouble. Je vous invite à aller visionner la petite capsule sur YouTube d'environ 5-6 minutes qui explique un peu plus c'est quoi. J'espère que vous avez une meilleure compréhension de comment l'orthophoniste repère les enfants qui ont un TDL, en contraste avec les enfants qui ont un trouble du langage
associée à une condition biomédicale et en contraste avec les enfants qui ont une difficulté langagière en raison d'un manque d'exposition ou du fait qu'ils sont tout simplement en voie d'acquisition d'une langue seconde. J'espère aussi que vous avez une meilleure compréhension du rôle de l'orthophoniste et son champ d'exercice au Canada, et plus particulièrement ici en Ontario, et comprendre le rôle de l'orthophoniste au sein d'un conseil scolaire. Je pense que le message clé ici est qu'on veut travailler en équipe et qu'on veut poser le diagnostic ou identifier l'élève le plus tôt possible pour que ce dernier puisse recevoir les services dont il a besoin. Plusieurs études ont montré que plus on intervient à un bas âge, mieux sera le succès scolaire et social même de cet enfant-là. Alors, l'orthophoniste a les compétences, a la formation d'identifier les élèves qui ont des troubles du langage, que ce soit dans le versant oral ou dans le versant écrit du langage, pour ensuite entreprendre les démarches nécessaires aux besoins pour préparer un PEI pour cet élève-là et l'identifier, encore là, le cas échéant. Donc, je vous encourage à suivre mes médias sociaux si c'est quelque chose qui vous intéresse. J'affiche beaucoup d'informations sur le TDL, sur le bilinguisme, sur l'acquisition d'une langue dans un contexte linguistique minoritaire sur mon site web botboot.com. J'ai eu aussi plusieurs épisodes enregistrés à The Parley Podcast qui portent sur ces thèmes-là. Même chose avec Twitter et Facebook. Alors, n'hésitez pas à m'envoyer un courriel chantier-crittenden@laurentienne.ca. Ça fera plaisir d'y répondre et de collaborer avec vous. Merci beaucoup pour votre écoute.